Hola, je suis Jeanne Van Half, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et du 14 octobre au 7 décembre, j'organise et participe au Bootcamp Romance, qui est un challenge d'écriture avec accompagnement, coaching de groupe, formation, ligne d'assistance SOS romancière en détresse. Et pour le mois de novembre, je vais écrire le 3e tome de ma série Sentinelle du Kalahari. On a Renaissance, le 1er tome. Renaissance, c'est un slow burn, enemies to lovers. Mon héroïne pense que mon héros est un mercenaire, mais elle va vite comprendre que ce n'est pas le cas. Donc elle arrive avec des préjugés un peu coriaces et mon pauvre Queen, il va devoir faire avec. Le 2e tome, c'est Réconciliation et c'est à l'inverse, c'est pas du tout un slow burn, c'est un fast burn. C'est un coup de foudre entre communautés rivales. Et mon héros appartient à 2 communautés ethniques différentes, 2 communautés religieuses différentes, 2 couleurs politiques différentes. Ils ont des personnalités à l'opposé l'une de l'autre. Et donc... et pourtant, ils ont tout pour être ensemble, ils ont tout pour être l'homme et la femme de la vie de l'autre. Sauf qu'il y a certaines vérités qui sont compliquées à gérer. Et oups. Et donc, le tome 3, après Renaissance, après Réconciliation, c'est Résilience. Et Résilience sera une romance MM, Hurt and Comfort, et Relations à distance. Et donc, dans mon Heart and Comfort, c'est Bishop, qui est un des suricates. Il s'appelle pas suricate dans le livre, mais c'est moi qui l'appelle suricate pour plus de simplicité. C'est un vétéran de guerre. C'est un Américain exilé en Afrique australe. Il n'a aucune envie de retourner aux États-Unis. Et... c'est quelqu'un de solitaire, même s'il a besoin de ses amis à portée de main, à portée de voix. C'est quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui est super, qui se fait transparent alors qu'il est grand, noir, super baraqué, armoire à glace, baraque à frites, ce que vous voulez. Et il porte en lui tout plein de fantômes, tout plein de boulets. Et il est en thérapie. Donc ça fait 2-3 ans qu'il est en thérapie, il se soigne. La guérison est lente, mais elle arrive, et c'est parce qu'il est en phase de guérison qu'il arrive pour la toute première fois à entrer dans un bar par lui-même. Donc il est en déplacement professionnel en Afrique du Sud, il entre dans un bar pour la toute première fois, il demande à boire et le barman, qui est Joe, est quelqu'un de très intéressant, de très social, de très extroverti, de très amical, de très chaleureux. Et donc, il y a un échange qui fait que on voit tout de suite qu'il y a des atomes crochus. Mais Bishop n'est pas prêt à ça, du genre ça lui fait peur. En plus, l'ambiance du bar le fait encore plus peur. Oui, lui qui est grand, il dit qu'il est au top de la chaîne alimentaire, hein, mais il y a des choses qu'il n'y est pas encore. Et donc, il s'enfuit. Et Joe va devoir faire l'effort d'aller derrière lui. Parce que si on va attendre la guérison totale, on va attendre encore des années. Et on n'a pas des années à perdre, les gens. Hein. Et donc, c'est l'histoire que je vais écrire au mois de novembre, ou du moins commencer au mois de novembre. Et avant de me lancer dans l'écriture d'une histoire, peu importe laquelle, peu importe à quel moment, mais surtout en novembre, j'essaye de visualiser la première scène. Je visualise toujours la première scène parce que c'est la scène la plus importante. En tout cas, quand je commence l'écriture, parce que c'est cette scène-là qui va me dicter l'ambiance, qui va me dicter la vraie personnalité de mes personnages, au-delà de ce que j'ai déjà en tête. C'est cette scène qui va me donner l'élan de continuer. Toutes les fois où je me suis lancée dans l'écriture d'un roman le 1er novembre sans avoir préparé cette scène, il m'a fallu une journée pour m'y remettre. Parce que j'ai commencé les premiers mots, ça n'allait pas, j'effaçais. On va dire que pendant le NaNoWriMo, on n'efface pas, moi, j'efface. J'effaçais, je recommençais, je changeais de perspective, je changeais de scène, je changeais de situation, je changeais de point de vue, je changeais tout
parce que ça ne me disait pas du genre autant que rien que le fait d'avoir tous ces changements avant de me lancer vraiment dans l'écriture fait que ça ralentit, ça prend du temps. C'est pas que c'est décourageant parce que c'est juste les premières heures d'une année, donc on a le temps de voir venir, mais ce n'est pas fluide, ça demande du temps, etc. Par contre, les jours ou les fois où j'ai préparé, j'ai visualisé la première scène avant de me lancer, là, je suis partie comme c'était une, mais ça glissait, ça coulait de source, ça allait tout seul. La première fois que j'ai fait ça, c'était en 2011, donc ça commence à dater, c'était en 2011 pour mon roman Lettre à Maxime. Et le truc, c'est que j'avais vraiment envie d'écrire ce roman. C'est pas une romance, mais c'est un roman d'amour. J'avais exactement ce que j'avais en tête, j'avais la playlist parce que c'était un roman plutôt musical, donc j'avais 13 chapitres pour 13 musiques parce que chaque chapitre correspondait à une musique. Donc on commençait le chapitre avec un vers et on terminait avec le vers suivant qui faisait du genre, c'est comme si le chapitre était la bande son, le clip de la musique. Bien sûr, c'était à une époque où je mettais des citations un peu partout. Depuis, j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire ça, ça coûtait cher. Du coup, j'ai enlevé toutes les citations. J'étais très triste, mais voilà. J'ai mis une citation propre du chapitre et voilà. Mais j'avais donc 13 chapitres à écrire, c'était ma planification. 13 chapitres avec 13 thèmes pour ce roman-là. Et j'avais tellement hâte de me lancer. Donc, je me suis couchée et je me suis mise à visualiser la première scène. Parce que j'avais tellement hâte. Donc, au moins, si je visualise, ça fait passer le temps. Donc, j'ai visualisé la première scène. J'ai visualisé la situation. J'ai visualisé mes personnages. C'est surtout mon héroïne parce que c'était un point de vue unique. Et quand je me suis lancée dans l'écriture, j'étais tellement prête, mais parce que j'avais tellement hâte, mais j'étais tellement prête pour cette histoire que c'est le roman que j'ai écrit en 4 jours. C'est le premier roman de mon existence que j'ai écrit en 4 jours. Et un de ces jours-là, j'ai fait, je crois que c'était la 3e journée, j'ai écrit 17 000 mots. Je ne pense pas pouvoir faire plus parce que d'ailleurs, je n'ai jamais atteint 17 000 depuis. Ça fait maintenant 13 ans. Donc, c'est pour ça que je me dis que jamais je ne tenterai le 50K one day, qui est de un jour à 50 000. Du genre, j'ai des amis de la vieille époque du NaNoWriMo qui s'étaient lancés, du genre le 1er novembre, ils écrivaient les 50 000 mots. Je suis extrêmement admirative, mais je crois que mes doigts et mon cerveau n'accompagneraient pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, donc 4 c'était mon max. Et j'étais bien contente parce que mon histoire, même si elle a un peu vieilli, parce que mon 13 ans, elle a un peu vieilli, mais elle tient encore. Elle tient encore debout. Et je l'aime. Même si aujourd'hui je n'écrirai peut-être pas de la même façon, 13 ans, n'est-ce pas? Mais ouais, je pense que rien que le fait d'avoir visualisé cette scène, d'avoir les musiques en tête, ça m'a beaucoup aidé. C'était un élan, c'était un moteur, donc je suis partie, mais pouf! En portugais, on dit disparada. Est-ce que je peux dire disparaît? Non, ça n'existe pas, disparaît. C'est comme, disparada, c'est quand on tire un coup de feu. Donc, disparar, c'est quand on tire un coup de feu. Donc, c'est comme un coup de feu. Fouf, je suis partie. Et genre, avant Marc, pré-partie. Je suis partie en sprint dans cette affaire-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que, ouais, je vais continuer de visualiser les premières scènes. C'est les premières scènes qui vont faire que ça va m'aider. Ça va m'aider à rencontrer mes personnages, à faire connaissance avec eux, à faire connaissance avec l'ambiance et à avancer. On ouvre des parenthèses. Normalement, il n'y a pas de coupure dans mes épisodes, mais je n'avais plus de batterie. Donc voilà, on reprend et on referme la parenthèse. Donc la première scène de résilience
est une scène dont je parle tout le temps quand je parle de mes personnages. Parce que c'est le moment où Bishop fait ce pas de géant pour sa guérison, qui est d'entrer de lui-même dans un bar, s'installer à un comptoir et demander un cocktail sans alcool pour lui. Ça, c'est un pas de géant. Et ce n'est pas que ce soit une question de bar. Du genre, il aurait pu aller dans un restaurant, dans un bistrot, dans un pub. Il aurait pu aller, peu importe, dans un établissement public, dans un établissement où il y a des gens. Et y aller tout seul. Parce que lui, il est très solitaire. Mais pour aller dans ces endroits-là, il a toujours besoin de ses amis, de ses proches, des suricates avec lui. Donc, c'est un pas de géant pour lui. Et donc, il s'installe et qui sert, qui est de service face à lui derrière le comptoir, c'est Joe. Là, on le voit juste comme le barman, mais il est en réalité le propriétaire du bar. Il vit d'ailleurs à l'étage. Et c'est là que tout commence. Et c'est la première fois que Bishop sent une attirance pour quelqu'un. Du genre, il n'a jamais dans sa vie ressenti une telle attirance et ça va lui faire peur. Le fait d'entrer dans un bar, c'était déjà le grand pas. On va pas lui demander en plus d'agir sur une attraction avec qui que ce soit. Donc le courant se passe très bien. Ils discutent. Joe est extrêmement social, extrêmement chaleureux, amical, etc. Il est un peu séducteur sur les bords, donc il flirte, of course, et ça ne dérange pas forcément Bishop, du genre, il ne sait pas quoi faire avec, mais ça ne dérange pas forcément tant que tant que Joe est de l'autre côté du comptoir. Et à partir du moment où Joe décide de quitter, de faire le tour du comptoir, de s'installer face à Bishop sur le tabouret à côté de Bishop, là ça va être un peu plus réel. Bishop va se rendre compte que ce n'est pas un hologramme quoi de l'autre côté, ce n'est pas juste une image, c'est un être vivant. Il est en 3D, ils sont bons, il est beau, il existe. Genre, ce n'est pas du papier peint cette affaire-là. Et rien que dans ce mouvement, Bishop se rend compte que, au fait, peut-être qu'il n'est pas prêt. Et il va commencer à paniquer. Donc, il ne va pas partir tout de suite, mais il va commencer à paniquer. Et c'est au moment où il va aux toilettes du bar où ça devient trop. Et là, il dit, ouais, non, il faut que je parte. Donc il paye son truc et il dit bye et il s'en va. Du genre, Joe va comprendre pourquoi exactement il est parti. Donc très vite, il va le deviner. Et c'est parce qu'il va le deviner que il va faire en sorte d'essayer de le recontacter. Il sait où il travaille pendant la discussion. Il sait où il travaille. Il sait qu'il vit en Afrique australe. Il sait qu'il travaille dans un bootcamp. Il sait qu'il vit en partie à la capitale, en partie dans une small town. Il sait les trucs principaux, même si dans l'ensemble, ce n'est pas forcément des choses qui font que on va savoir comment te retrouver. Mais on est en train de parler d'Afrique australe et l'Afrique australe est un pays en reconstruction. Donc toutes les choses qui se construisent, qui sortent un peu de l'ordinaire, sont les premières, voire les seules. Donc c'est très facile de retrouver quelqu'un, même avec si peu de détails, quand il n'y a qu'un seul établissement qui fait ça. Quand il y a une seule situation, un seul endroit où on peut avoir ça. Du genre, si vous avez, par exemple, vous avez mangé un
euh, un plat extrêmement particulier avec une combinaison extrêmement particulière. Si vous avez, même si vous ne vous souvenez pas du nom du plat, si vous ne vous souvenez pas du nom du restaurant, etc., il vous suffit d'entrer ces catégories-là sur Google et vous allez retrouver des genres, je veux une assiette où il y avait des litchis, des trucs de dragon, des avocats. La combinaison improbable, je n'aime même pas les avocats. Donc le truc le plus improbable, vous entrez ça et vous allez probablement, si le menu n'a pas changé entre-temps, vous allez forcément trouver quelque chose. Vous allez trouver soit un menu d'un restaurant, soit une photo qui tag le restaurant, et du restaurant vous allez trouver. Mais quand c'est quelque chose d'extrêmement unique ou d'innovateur, de nouveau, etc., on trouve facilement. Donc, non seulement Bishop dit qu'il travaille dans un bootcamp, etc. Donc, comme il est en déplacement professionnel, je ne sais pas forcément ce qu'il porte, mais s'il est en déplacement professionnel, il se peut qu'il porte encore un t-shirt de l'entreprise. Il se peut que la voiture qu'il est en train d'utiliser a un grand sticker sur la portière avec le logo de l'entreprise. Ça, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore ces détails-là. Mais c'est facile de retrouver, c'est facile de le retrouver. Et donc Joe va le retrouver et il va essayer de le contacter. Et parce que Bishop est un peu une anguille, il est difficile à être contacté directement. Et ce n'est pas parce que vous êtes en train d'appeler, et vous n'allez pas forcément appeler un bureau pour parler avec quelqu'un si c'est un truc personnel. Les gens, ça ne se fait pas. Donc, l'Afrique australe, c'est la porte à côté, c'est 2-3 heures en voiture, et ben, Joe va prendre la voiture. Mais là, je suis en train de sauter quelques étapes, mais ouais, donc Bishop fuit parce que tout d'un coup, l'ambiance au bar devient trop prenante, devient étouffante. Pas en partie parce que ça danse beaucoup, ça se frotte, ça se frôle, ça s'embrasse, ça fait des choses dans les toilettes. Et c'est une ambiance à laquelle Bishop n'est pas habitué et il n'est pas à l'aise, il est gêné et il ne peut pas, et c'est étouffant et il part. Voilà, donc j'ai cette première scène depuis longtemps, depuis des années. Je ne sais pas encore comment elle va vraiment se développer, comment elle va vraiment se croupiller. J'ai une idée du moment où Bishop entre dans le bar et Joe le voit tout de suite. Il le remarque tout de suite. En même temps, Bishop est une baraque à frites. Hein? Il ne passe pas inaperçu, même s'il le vaut très bien. Donc, Joe fait en sorte d'être celui qui le sert. Et mais donc j'ai cette scène où Bishop arrive, j'ai la scène où Joe se présente et lui propose quelque chose à boire, etc. J'ai la scène des premières conversations, j'ai le moment où Joe quitte, fait le tour du comptoir pour s'installer sur le tabouret à côté, et je vois parfaitement la réaction de Bishop, la relation de recul en fait. Et le truc, c'est que Bishop ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte qu'il esquive le toucher. C'est un personnage, quand je le présente, je dis tout le temps, c'est quelqu'un qui ne touche pas et qui n'aime pas être touché. Et donc, chaque fois qu'il y a une possibilité de frôlement, du genre, parce que l'un a la main sur le comptoir et Joe va mettre la main sur le comptoir sans forcément avoir envie de le toucher, quoi qu'il a envie de le toucher, mais sans forcément avoir l'intention de le toucher, Bishop va toujours feinter, va toujours esquiver, et c'est quelque chose qui est tellement intégré en lui que c'est inconscient. Bishop ne se rend jamais compte qu'il est en train de fuir. Et Joe, c'est la première chose qu'il va voir. C'est la première chose qu'il va voir. Toutes les façons qu'il a d'être une anguille, quoi. Et c'est ça le truc que j'ai vraiment envie d'écrire, de raconter, parce que les suricates, les proches de Bishop,
ils savent comment le gérer. Des genres, ils ne s'approchent pas. Ils sont très proches, mais ils ne se rapprochent pas physiquement. Les gens, ils sont toujours là à l'écoute quand Bishop veut parler et il veut rarement parler. Donc, mais ils sont présents. Les gens, ils ne vont pas l'abandonner, ils sont toujours présents. Donc, ils ont appris à faire avec. Donc, quand tu apprends à faire avec quelqu'un qui ne touche pas, ben, tu ne t'approches pas. Et de cette façon, on ne voit plus forcément les mécanismes de défense. Alors que Joe, comme c'est la première fois qu'il voit Bishop, et comme il n'a pas toute cette gymnastique que font ses amis, et quand on est dans un bar où tout le monde se touche, tout le monde se connaît, tout le monde est ami, tout le monde est annexe, tout le monde, voilà, où c'est très tactile, etc. Donc, il n'a pas le réflexe de ne pas faire la même chose. Et même s'il ne va pas forcément le toucher parce qu'ils ne se connaissent pas, donc il sait et il connaît les limites des gens, du genre, autant que je ne connais pas, je vais pas me frotter, c'est pas le mot, je ne vais pas m'approcher de toi de trop. Du genre, être assis sur un tabouret, ben, c'est dans un bar hein, en même temps, mais on n'est pas en train de se coller. Donc, Joe sait déjà de base qu'il va pas le faire. Genre, il a la bienséance, tout ça, il connaît. Mais le truc le plus innocent, le frôlement le plus innocent, quand tu es dans un bar bondé, c'est là qu'il se rend compte que il y a quelque chose. Donc, oui, Bishop est une baraque à frites, mais il veut tellement être transparent qu'il ne se rend pas compte de tous ces mécanismes de défense qui fait en sorte de se rendre un peu plus transparent. Et Joe va être le premier à voir. Et c'est comme si tu veux être transparent, mais c'est la peine perdue. Tu as trouvé et tu as face à toi quelqu'un qui va voir pas les failles, ce n'est pas une faille, c'est toutes les vulnérabilités. Il va voir toutes les écorchures, il va voir toutes les blessures, il va être tellement attentif à ce que se passe avec Bishop, il va être tellement attentif à ses comportements, à ses réactions, etc., qu'il va voir plus que tous les autres. Parce que les autres sont habitués. Mais lui, c'est la première fois et c'est la première chose pour quelqu'un qui est tellement tactile, c'est la première chose qui lui saute aux yeux. Mais comment on va faire avec un homme qui est extrêmement tactile, qui adore les câlins, qui adore qu'on lui prenne dans les bras? Comment on va faire avec un gars qui ne touche pas, qui n'aime pas toucher et qui s'enfuit? Ça va être drôle. Mais j'ai hâte. Je pense que ça va être un de mes romans les plus émouvants, les plus touchants. Quoique j'ai pleuré. Un tatouage m'a fait pleurer dans Renaissance. Un seul tatouage. Du genre, alors je ne peux pas dire que mes romans n'ont pas des moments émouvants. Du genre, quand je lis, j'aime rire, j'aime sourire bêtement, j'aime avoir des papillons dans le ventre, mais j'adore pleurer quand je lis. Quand je lis, rien que le fait qu'il y a un moment que je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, je vais ajouter une étoile rien que pour ça. Même si l'histoire dans son ensemble ne me plaît pas forcément, si on me fait pleurer, c'est un point de plus parce que ça veut dire que ça a touché quelque chose. Ça veut dire que on a arrivé à toucher à un moment, à une vulnérabilité, une sensibilité de mon côté. Et donc, forcément, si en tant que lectrice, j'aime ça, eh bien, en tant que romancière, j'aime aussi. Mais ce n'est pas que je veuille le faire, c'est pas que je cherche forcément à faire pleurer ou à me faire pleurer. C'est juste qu'il y a des moments où mes personnages se mettent tellement à nu, ils sont tellement vulnérables dans leur mise à nu, que ça me prend par surprise parce que j'aime la découverte, j'aime quand mes personnages me parlent, j'aime quand mes personnages me racontent des histoires. Et quand ils racontent ces histoires, quand ils racontent enfin leurs blessures, je suis dévastée comme si je les connaissais pas. Comme si j'apprenais. Bon, il y a beaucoup de choses que je n'apprenais pas. Du coup, le coup de tatouage, je ne m'attendais pas. C'était une surprise. J'ai découvert en même temps que mon héroïne. Et ça m'a dévastée.
J'étais en train de pleurer, mais de façon automatique parce que j'avais les yeux, la vue tellement floue, parce que je pleurais tellement que je ne sais même pas ce que j'avais écrit. Mais et j'aime ces moments-là. Et le truc, c'est que je, contrairement à Queen, contrairement à Sabrina, je sais dans la majorité quelles sont les blessures de Bishop. Je sais dans leur majorité d'où viennent les traumatismes, d'où viennent les blocages. Donc, je ne pense pas que je serai surprise par plus. S'il y a plus que ce que j'ai déjà en tête, wow, des genres, c'est encore, ça va être un exploit que Bishop soit encore vivant. Mais j'ai tellement envie d'écrire cette histoire parce que plus que tout côté de romance, tout côté de déclaration d'amour, tout rapprochement, etc., c'est que on va mettre en avant le toucher. On va mettre, je dis on comme si c'était pas moi qui vais aller l'écrire toute seule, mais on va mettre en avant le contact, cette sensibilité-là, cette nécessité-là, parce que moi je suis quelqu'un de solitaire, je suis très bien en ma propre compagnie, mais il y a quelque chose dans un câlin qui fait que, genre dans une étreinte, qui fait que ça guérit tout. Et peu importe la personne qui vous donne, qui vous fait un câlin, et genre parfois quand c'est quelque chose de très fort, et c'est comme si tout s'apaisait. On retrouvait une sérénité, même si ce n'est qu'une pause, même si ce n'est qu'une parenthèse. Et je pense que ça va être bouleversant pour moi, uniquement parce que je sais que ça fait des années que Bishop a besoin de cette étreinte et il a toujours fui l'étreinte de ses amis. Il a toujours fui. Il y a un moment dans Réconciliation où Sabrina a besoin qu'on lui fasse un câlin. Et la seule personne qu'elle a en face d'elle, c'est Bishop. Et elle est là, elle fait juste, écoute, tu vas devoir te sacrifier. Mais j'ai vraiment besoin. Et lui, du genre, il n'a même pas d'hésitation. Du genre, il pose sa tasse, je crois qu'il boit un café ou un thé, ou j'en sais rien. Il pose sa tasse et il revient et il la prend dans ses bras. Mais il y a toujours, c'est un compromis. Elle doit garder ses bras pour elle. Donc, c'est lui qui enlace. Elle ne peut pas elle ne peut pas répondre à l'étreinte. Donc, elle doit se faire enlacer. Donc, elle doit tenir ses mains contre elle et accepter l'étreinte que Bishop lui donne. Mais il est fort. Donc, l'étreinte est tout aussi bien. Mais c'est le max. C'est le max qu'il puisse faire et il le ferait sans hésitation pour ses amis, mais c'est vraiment le max qu'il puisse faire sans avoir cette impression qu'il va fuir ou que c'en est trop pour lui, que c'est même pas qu'il est hypersensible, c'est juste que c'est trop pour lui. C'est une hypersensibilité émotionnelle. Quoique l'hypersensibilité c'est émotionnel quoi, mais c'est pas quelque chose, il est pas né comme ça. Il n'est pas né comme ça, il a développé ce genre d'hypersensibilité à un moment ou à un autre du genre. C'est hyper... Est-ce qu'on peut dire hypersensibilité quand c'est le toucher? Je crois, hein. Si ce n'est pas, ben, vous pouvez me corriger, il n'y a pas... Je ne pense pas que je vais utiliser le terme hypersensibilité de toute façon, mais... Novembre n'est pas encore arrivé, je ne sais pas. Donc, voilà, c'était ma philosophie des premières scènes. Et... j'ai beaucoup très hâte, en français de France, j'ai énormément hâte d'écrire Résilience. Enfin, ça fait tellement d'années, et j'ai tellement de notes, mais ouais.
Donc, je suis Jeanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romance. Mes romans, tous mes romans sont publiés dans Renaissance et Réconciliation, premier et deuxième tome de Sentinelle du Canari, sont disponibles en papier, numérique, abonnement Kindle, Kobo Plus, Nectory et vos dealers légaux habituels. Et en attendant, ciao!